Alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de venir avec nous de ce nouveau Didi Marathon Prévention. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Maître Delphine Girard qui est avocate et qui a son cabinet à Fontainebleau en Seine-et-Marne. Merci beaucoup Maître d'avoir accepté de participer avec nous aujourd'hui. Le but de cette interview justement, ça va être d'expliquer ce qu'est un classement sans suite et qu'est-ce qu'une victime peut faire après avoir reçu un classement sans suite. Alors, Maître, si vous voulez bien prendre la parole et nous expliquer, du coup, s'il vous plaît, ce qu'est un classement sans suite. Bien, je vous remercie pour cette invitation. Le classement sans suite, en fait, est décidé par le parquet une fois que la procédure qui a été diligentée soit par la gendarmerie, soit par la police est remontée. C'est ce que l'on dit, est remontée au parquet pour qu'il puisse en prendre connaissance. Donc, en réalité, il va y avoir plusieurs classements sans suite. Et donc, il y a des codifications, mais qui ne sont pas très intéressantes, mais qui, en fait, se réfèrent au motif de classement sans suite, à savoir soit parce que l'auteur n'est pas connu et que donc les poursuites ne peuvent pas être engagées, soit parce que l'infraction est, par exemple, insuffisamment caractérisée. Donc, il va y avoir une absence de preuve au sens du parquet. Soit encore parce qu'il peut y avoir des preuves, mais que l'infraction pénalement ne sera pas répréhensible. Donc, en fait, tout ça fait l'objet de classification. En réalité, ce classement sans suite, il peut éventuellement faire l'objet d'une sorte de recours, hein, même si ce n'est pas véritablement un recours au sens judiciaire et juridique du terme, mais il est possible de solliciter du parquet général, qui est en fait l'échelon supérieur, que le parquet reprenne les faits et surtout engage des poursuites contre l'auteur, le présumé auteur de l'infraction. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur le classement sans suite. En réalité, je crois que ce qu'il est très important aussi d'expliquer, c'est que souvent, c'est au niveau de la plainte qu'il faut la travailler pour justement, et c'est tout le travail de l'avocat qui va accompagner notamment les victimes, mais je crois que ce n'est pas suffisamment dit. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur la plainte au départ pour justement pouvoir quelque part contourner, ça ne présage pas de la position que ce qui sera pris par le parquetier, mais à tout le moins de pouvoir travailler cette plainte pour éviter ce type de désagrément, voire même de violence, puisque pour certaines victimes, c'est quand même extrêmement violent de recevoir cet avis de classement sans suite, qui, de surcroît, se généralise beaucoup aujourd'hui, parce qu'en fait, sur le nombre de procédures engagées et les nombres de procès-verbaux, il y a énormément de classements sans suite, il faut bien le dire. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Pardon, je n'ai pas entendu du coup la fin de votre intervention. Vous disiez que, voilà, que ça peut être vraiment une violence pour la personne qui le reçoit. Absolument. Voilà. Et du coup, en fait, le classement sans suite, c'est vrai qu'il peut être mal vécu, notamment pour des personnes qui mettent un peu de temps en fait à déposer plainte. C'est vrai que c'est une démarche pas facile, surtout dans le cas de victimes de violences sexuelles, hein. On peut mettre du temps, il faut qu'on mature en fait toute la démarche d'aller déposer sa plainte. Et du coup, donc quand vous dites ce serait bien d'être mieux accompagné pour déposer plainte, vous, quel serait le conseil que vous donneriez à une victime aujourd'hui dans le contexte dans lequel on vit, où justement c'est difficile de faire valoir ses droits? Je pense en fait que, alors dans le cadre de ma pratique, à tout le moins, j'essaie de prendre en fait les choses en amont. C'est-à-dire que je crois qu'il est très important, lorsqu'on a pris la décision que l'on est prêt ou prête psychologiquement à franchir le pas de porter plainte, c'est d'avoir le réflexe d'aller voir un avocat, de lui expliquer la situation de façon à ce que le dépôt de plainte puisse être travaillé, entre guillemets, à tout le moins que l'avocat puisse mais également lui permettre de jeter les premiers jalons de la procédure judiciaire qui va suivre. L'autre façon, et moi ce que je pratique beaucoup, je fais très peu, comment je pourrais dire ça, très peu appel au parquet général suite au classement sans suite, et je préfère la constitution de partie civile. D'accord. Pourquoi? Parce que la constitution de partie civile, ce qui est intéressant, c'est que vous allez saisir un juge d'instruction. Ce qui veut dire qu'une fois que le juge d'instruction est saisi, parce qu'il y a encore toute une procédure à suivre, mais en tous les cas, lorsque vous saisissez le doyen des juges d'instruction et qu'un juge d'instruction est désigné, c'est
une façon de faire partie de la procédure. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous pouvez demander un certain nombre d'actes, vous pouvez demander à ce que des personnes soient entendues. Alors, je sais que certaines victimes vont reculer parce que lorsque vous faites une constitution de partie civile, on va vous demander une consignation. C'est-à-dire que vous allez déposer de l'argent parce que si ensuite ça n'aboutit pas ou qu'on estime que vous avez saisi un juge d'instruction de façon dilatoire, on peut vous demander des comptes, certes, mais il faut savoir aussi que si vous êtes à l'aide juridictionnelle, vous n'avez pas cette consignation à verser. Et en réalité, le but, c'est de faire partie de la procédure et de la faire vivre, de réfléchir avec son conseil à l'opportunité de faire des demandes d'audition, de faire des demandes d'actes, de retracer le parcours. Et tout ça, en fait, se prépare également en amont au moment de la plainte. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je pense que ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'il y a des consultations gratuites qui sont données par des avocats. Ça ne dure pas longtemps, mais au moins, on peut vous aiguiller dans le cadre de ces consultations vers des associations, vers est-ce que effectivement remplir un dossier d'aide juridictionnelle en vue de la saisine du juge d'instruction, à travailler effectivement le dépôt de plainte, parce que ça c'est quand même très important. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Le fait aussi de le travailler sur plusieurs fois, il y a des éléments qui remontent, il y a des noms qui reviennent, quitte à prendre un peu plus de temps, mais je crois vraiment qu'en amont, tout ce travail-là sert pour la procédure judiciaire à venir. D'accord, donc du coup, tout n'est pas terminé en fait quand on reçoit un classement sans suite. Hein. C'est un peu le message que vous donnez. Absolument, absolument. C'est une violence certainement parce qu'on sait ce qu'on a vécu et qu'on ne comprend pas de ne pas être entendu par une institution qui est censée vous défendre. Pourtant, ce n'est que le début d'une longue bataille puisqu'il y a des solutions alternatives pour pouvoir permettre que le ou les auteurs comparaissent devant une juridiction, qu'il s'agisse du tribunal correctionnel ou de la cour d'assises, pour les cas les plus graves. Et vous, dans votre pratique, il vous est déjà arrivé, en fait, justement, cette situation où une victime s'est présentée à vous, son affaire avait été, son dépôt de plainte avait été classé, et derrière, vous avez pu engager des poursuites qui ont mené à un procès où, justement, elle a pu vivre vraiment son droit à être reconnue victime? Alors, pour l'instant, nous en sommes beaucoup en stade d'instruction parce que les dossiers ont beaucoup de mal à sortir, donc on n'est pas encore devant les juridictions. Mais à tout le moins, on saisit régulièrement les juridictions d'instruction. Je pense notamment, alors moi j'ai beaucoup de petits clients, de petits clients qui sont victimes de violences sexuelles. Et donc là, nous en sommes, effectivement, la maman a porté plainte plusieurs fois. Ça a été classé sans suite et là, nous en sommes au stade de l'instruction. Donc, moi, je suis l'avocate de l'enfant. Et donc, je l'ai confié à une consoeur puisque j'aurais été en conflit d'intérêts. Hein, je ne pouvais pas représenter les deux. Et donc, ma consoeur vient de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour pouvoir justement contourner ces différents classements parce qu'il y a les personnes adultes, mais il y a aussi une vraie difficulté sur les mineurs, c'est très compliqué d'être entendu adulte, mais c'est aussi très compliqué d'être entendu lorsque l'on est un enfant. Voilà. Donc, du coup, là, la stratégie que vous avez mise en place pour cet enfant, c'est un avocat de l'enfant pour l'enfant et un avocat du parent avec l'autorité parentale qui détient et du coup qui tente de protéger son enfant en fait. Hein. Absolument. D'accord. Oui, tout à fait. C'est régulièrement une pratique que l'on a, que l'on soit devant les juridictions pénales, que l'on soit devant les juridictions pour enfants ou que l'on soit devant le juge aux affaires familiales. D'abord, ça permet de ne pas soupçonner le parent de conflit d'intérêts parce qu'on estime que le fait que le parent ait la démarche, que son enfant est un avocat et porte la voix de l'enfant, qui peut être totalement contraire à sa propre parole, permet d'assurer la présentation devant un magistrat de façon totalement différente. C'est-à-dire qu'en réalité, il va se soucier de l'intérêt de l'enfant, mais au risque que celui-ci ait une parole qui ne soit pas forcément celle qu'il a pu porter à un instant T. Et je crois que c'est très important pour un enfant d'avoir son conseil. D'abord, de tisser une relation de confiance avec celui ou celle qui va porter sa voix. Et puis, on se rend compte aussi que les enfants, lorsqu'ils ont un tiers à cette situation, ont une parole qui parfois est beaucoup plus fluide. Et puis, il ne faut pas non plus se leurrer. J'entends parler, bon, c'est la grande tendance actuellement, c'est le conflit parental. Mais il est vrai que sur certains dossiers, on peut voir où
se rendre compte que la parole de l'enfant n'est peut-être pas totalement libre. Donc, je trouve que c'est important que l'enfant ait son propre conseil. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'au sein du cabinet, nous faisons en sorte que les clients et petits clients aient leur propre conseil. D'accord. Et est-ce que du coup, vous conseillez aussi à une victime d'aller demander le soutien, en plus de l'avocat, hein, bien sûr, d'une association d'aide aux victimes qui pourrait se porter partie civile? Est-ce que ça aussi, ça fait partie des démarches que vous conseillez? Oui, absolument. D'abord parce qu'il y a une optique et pour faire partie d'une association depuis le mois de janvier qui est Innocence sans danger, je trouve que le positionnement est très intéressant parce que sur certaines procédures, l'association qui va se constituer partie civile va pouvoir également faire des demandes d'actes et parfois vient totalement en complément et en soutien de la parole de la victime. Donc oui, c'est très important, pas sur tous les dossiers, parce que nous sommes peu de bénévoles au sein des associations et que il faut pouvoir répondre aussi, et donc il n'est pas possible de répondre à toutes les demandes. Pour autant, il y a des dossiers où je pense qu'il est indispensable que les associations soient mobilisées. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier que le travail des associations ne se passe pas que dans le cadre judiciaire. Il y a des avancées législatifs qui vont porter la voix, qui vont se déplacer, qui vont faire des propositions. Je pense à la prescription glissante notamment, c'était la proposition d'une des avocates de l'association qui a été retenue. Et je pense que c'est très important effectivement qu'il y ait une visibilité des associations dans certaines procédures. Oui. Et je pense par ailleurs que sur le recueil de la parole, c'est important aussi. Parce que même si on a quand même le côté juridique et judiciaire, je pense que le soutien des associations permet aussi une parole qui va se libérer de façon différente et vient totalement en complément. Et puis, il y a des propositions aussi d'aide psychologique, il y a un certain nombre de choses. Je pense au séjour résilience pour notre association qui permet effectivement d'accueillir les parents et les enfants dans un cadre totalement neutre en vue de la préparation d'un procès. Tout ça, ce sont des choses qui doivent être travaillées de concert parce que malgré tout, une procédure judiciaire, c'est extrêmement violent, ça peut être extrêmement perturbant, on passe à peu près par tous les stades émotionnels et ça, on peut faire du mieux qu'on peut, mais on reste avocat. Donc tout le travail des associations derrière, ça va être effectivement d'avoir tout cet autre aspect qui vient nourrir et qui permet aussi à la victime de passer ce chemin qui est tout de même assez difficile, puisqu'on ne peut jamais présager non plus de la réponse judiciaire qui sera définitivement apporter. Donc, je pense que oui, c'est un travail qui est complètement important et en réalité qui n'est pas antinomique à notre travail, mais qui vient en soutien. Ouais. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, vraiment, Maître, merci beaucoup pour l'ensemble de ces explications. C'est vrai que peut-être que les gens se rendent pas compte en fait du soutien qu'ils peuvent avoir aussi à aller solliciter une association qui va aussi intervenir au procès. Hein. Parce que peut-être qu'on a oublié d'expliquer, c'est que la constitution de partie civile, ça permet en fait que l'association, durant un procès, soit représentée par un avocat indépendant, l'avocat de l'association, et qui porte la voix du coup de l'ensemble des victimes aussi de l'association. Et donc, il va pouvoir parler du contexte de ce que vivent les victimes et de la difficulté d'accès aux droits et de la difficulté aussi de parler, d'être écouté, d'être entendu. Et c'est vrai que ça peut réellement venir soutenir une victime, surtout quand elle est isolée ou qu'elle est seule ou qu'elle a subi des pressions extrêmement importantes. On sait qu'il y a beaucoup d'auteurs qui créent vraiment un mécanisme d'emprise autour des victimes. Donc, elles sont complètement coincées. Et puis, au moment du procès, la peur vraiment peut rejaillir. Donc, ça fait un petit peu plus de monde auprès d'elles. Voilà, au moment où il va falloir un petit peu affronter ça et de nouveau être face à l'auteur. Hein. Et d'autant plus quand on est enfant, là c'est pareil, savoir que maman elle a un avocat, moi j'ai un avocat, et puis il y a une autre association aussi qui a un autre avocat, et tous ils sont là pour nous soutenir et dire ce que j'ai vécu. Hein. C'est vrai que ça change beaucoup la donne. Et c'est vrai que c'est peu visibiliser ça aussi quand on se met vraiment à venir auprès des associations, on commence à le comprendre. Mais donc du coup, le message, ce serait pour une victime, voilà, d'oser aller aux consultations juridiques gratuites notamment. Donc ça, on peut consulter un avocat gratuitement partout. Comment ça fonctionne En général, c'est auprès des points d'accès au droit, des mairies. Il faut se renseigner auprès de la mairie. Ça ne dure pas forcément très longtemps. D'accord. Donc, il ne faut pas s'attendre à une vraie consultation d'avocat. À tout le moins, ça permet d'être aiguillé
d'avoir les premières informations, comment je dépose un dossier d'aide juridictionnelle, Ouais. quel type d'avocat je peux aller voir, parce qu'effectivement, bah, ça permet de savoir quelle est la spécialité de chacun des avocats. C'est sûr que si vous allez voir un avocat qui n'est pas véritablement, alors je dirais pas spécialisé, mais qui a tout le moins fait des baux commerciaux et que vous allez le voir, ça va être un peu problématique, ou ça peut être un parcours du combattant de savoir aussi quel est celui qui accepte l'aide juridictionnelle de celui qui ne l'accepte pas. Donc, ça permet déjà d'avoir un premier aiguillage qui peut vous donner aussi les coordonnées d'association. Voilà, il peut y avoir un certain nombre de choses en consultation gratuite qui peuvent être dites, et en tous les cas, ça permet déjà un premier aiguillage. Et à partir de là, bah, vous prenez attache avec un conseil et puis vous voyez avec ce conseil ce qui peut être mis en place à raison de votre situation. D'accord. Bah, vraiment, merci beaucoup, Maître, hein. Je pense que ça va éclairer beaucoup de personnes qui ont besoin de comprendre un petit peu ce qui se joue. Donc, le message, voilà, c'est que tout n'est pas perdu et qu'il y a encore des possibilités derrière d'accéder à son droit à la justice, hein, pour les victimes. Est-ce qu'on peut aussi inciter les victimes à venir consulter un avocat qui, quand voilà, ils viennent de recevoir le classement sans suite, ou même qu'ils n'ont pas été informés, parce qu'il y a des victimes qui ne sont pas informées, hein. Le temps passe, le temps passe. Et puis, ils sont jamais au courant de ce qui se passe. Ça fait 1 an, voilà, ils attendent, il n'y a rien. Est-ce que dans ce cas-là, c'est aussi une ressource que d'aller voir un avocat en disant, bah, voilà, j'ai déposé plainte il y a 1 an, mais j'ai pas de nouvelles. Est-ce que l'avocat, justement, a un droit ou a une capacité d'aller s'informer de ce qui s'est passé? Absolument, l'avocat peut tout à fait s'informer, demander si la procédure a fait l'objet d'un classement sans suite, et peut demander aussi communication des éléments au parquet. Donc, on peut tout à fait récupérer une procédure de cette façon-là en écrivant ou en se déplaçant, en faisant directement une démarche auprès des parquetiers pour savoir ce qu'il advient de la procédure. Est-ce que c'est toujours en cours d'enquête? Est-ce que ça a été classé? Voilà, il faut savoir que le classement sans suite, en général, en tous les cas, le code prévoit que si au bout de 3 mois, vous n'avez pas de nouvelles de votre plainte, vous êtes tout à fait plainte simple, hein, j'entends que vous avez pu déposer, vous pouvez tout à fait saisir le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile. Donc, c'est tout l'avantage, effectivement, d'aller voir un avocat qui, lui, va pouvoir se renseigner et voir s'il y a nécessité ou pas de déposer une plainte avec constitution de partie civile. Très bien. Bah, vraiment, merci beaucoup, Maître, d'avoir accepté de nous expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que c'est un bon espoir aussi qui est donné aux victimes, hein, parce que parfois, le chemin de réparation passe aussi par la dimension judiciaire, même s'il n'y a pas que ça, on le sait, il y a tout le chemin thérapeutique. En tout cas, merci beaucoup. Donc, sous la vidéo, je mettrai vos coordonnées, parce que comme ça, ils savent que vous êtes une personne de confiance qui est impliquée dans les associations. Ça aide aussi d'avoir un avocat qui n'est pas juste dans son cabinet, mais qui a aussi qui a une démarche aussi auprès des associations. Merci beaucoup, Maître. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot peut-être pour les personnes qui nous écoutent? Le dernier mot, ce serait qu'il ne faut jamais, voilà, que quel que soit le chemin parcouru, alors moi j'ai l'habitude de dire, parfois on perd des batailles, mais on n'a jamais perdu la guerre. Voilà, c'est ce que je dis à mes clients souvent. On se bat, on met toutes les procédures en place, qu'elles soient au pénal, en familial, au juge des enfants. Mais même si c'est quelque chose d'extrêmement violent, oui, parfois on perd des batailles, mais pas forcément la guerre. Et donc, il faut s'accrocher. Il y a toujours de l'espoir de pouvoir être entendue, même si je suis bien consciente, parce que je l'entends beaucoup, que l'institution judiciaire, ça peut être un chemin très, très difficile et douloureux. Voilà. Merci beaucoup, Maître. Eh ben, écoutez, je suis ravie en tout cas de cette interview. Merci d'avoir accepté de participer au Didi Marathon Prévention. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.